Médias vivants. Aujourd'hui, vous allez découvrir une enquête sur scène un peu spéciale. Une enquête coproduite avec Libération et réalisée dans le cadre de leur Climat Libé Tour par leur journaliste Stéphanie Arounian. Elle s'est interrogée « Comment vivre avec le gabion, cette espèce envahissante mais protégée, devenue l'emblème local de Marseille ?» Vous l'avez sûrement croisé aujourd'hui, dès ce matin, en embuscade le long des quais du Vieux-Port, collant au train des barques de pêche, ou plus loin, en bande organisée sur la plage, à l'affût d'un sandwich à voler, ou alors en venant ici, trônant tout fier sur le couvercle d'une poubelle bien pleine. Quand on ne le voit pas, on n'entend que lui, bande-son incontesté de Marseille. Or, ce n'est pas le chant du merle. Corrigeons d'emblée une erreur classique. Ceci n'est pas une mouette, c'est un goéland leucophée, mais à Marseille, on l'appelle plutôt le gabion, son nom occitan. Certains diront au contraire qu'on le connaît un peu trop bien et que c'est bien là le problème. Puisqu'on en est dans la séquence ornithologie pour les nuls, examinons le volatile de plus près. Pour un oiseau, c'est une belle bête, jusqu'à 158 cm d'envergure. Un plumage blanc immaculé s'aidant au gris sur les ailes, et un bec jaune maquillé d'une touche de rouge à l'extrémité. C'est d'ailleurs ce détail qui distingue le goéland leucophée, le sudiste, du goéland argenté, son cousin d'Atlantique. Le goéland argenté a des pattes rose-grises, tandis que le leucophée, lui, a des pattes jaunes. Et surtout, le sudiste a le rouge au bec qui déborde. Concentrons-nous sur notre gabion local, aussi familier que méconnu, un peu comme un voisin à qui l'on dirait bonjour en bas de la rue en le croisant, sans vraiment rien connaître de lui. S'il niche sur l'ensemble du littoral méditerranéen, c'est Marseille qui accueille la plus grande population de gabions en Europe. Un oiseau désormais omniprésent dans notre ciel. D'une centaine de couples au début du XXe siècle, principalement concentrés sur l'archipel de Riou, on compte aujourd'hui jusqu'à 12 000 couples, toujours installés sur les îles de la Rade, mais aussi désormais jusque sur nos toits. Un emblème de Marseille, c'est même celui choisi par nos confrères de Mars Actu, mais qui bénéficie d'une cote à géométrie variable, à voir le nombre de plaintes le concernant enregistrées ces dernières années. Entre août 2022 et août 2023, la municipalité, qui a en charge la gestion des animaux sur le territoire communal, a ainsi dû intervenir plus de 348 fois suite à des signalements de gabions trop bruyants. Trop bruyants, voire carrément énervés, en pleine période de reproduction ou d'élevage des jeunes, c'est-à-dire de mars à juillet, quand les goélands se transforment en parents énervés en cas d'approche de leur nid. L'épicentre des confrontations se situe logiquement sur les îles du Frioul et du Château d'If, leur terrain de jeu préféré où, chaque été, les happenings de gabions laissent un souvenir impérissable aux touristes. Mais les conflits surgissent aussi parfois sur la terre ferme, comme le montre cette cartographie réalisée par les services de la ville à partir des informations enregistrées via son serveur Allo-Mairie. Logiquement, on voit que ce sont les îles et le littoral, de la Pointe-Rouge à l'Estac, qui sont les plus concernés, mais avec des poussées dans le centre, derrière le Vieux-Port, et jusqu'au 14e arrondissement. Cette géographie du gabion, nous allons l'aborder de plus près avec Anaël Marchas, qui est médiateur juridique à Marseille pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Bonsoir Anaël, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va tout de suite rassurer tout le monde. Un gabion, même en colère, ça n'a jamais abîmé personne. Un gabion même en colère, c'est énormément de bluff. J'en discutais avec un collègue du Parc national des Calanques avant de préparer, à part s'il y a un accident avec du vent où il se loupe et le bec peut effleurer le cuir chevelu, sinon c'est de l'intimidation. C'est un bel oiseau, comme vous l'avez si bien décrit au début, effectivement, au niveau de la taille. Ça peut être dissuasif. On intervient, nous aussi, régulièrement sur certains cas, mais ça reste énormément de bluff. Alors, on a vu la carte, hein, ces lieux de prédilection se situent plutôt le long des côtes, mais pas seulement. Où est-ce qu'ils sont susceptibles de s'installer en ville? Dans des endroits pas forcément fréquentés toute l'année, c'est ça? C'est ça. En fin de compte, le goéland leucophée va venir profiter de nos faiblesses à nous, les humains. Il va apprécier de se retrouver à proximité de sites favorables, que ce soit en termes de tranquillité pour la nidification, mais également au niveau de l'alimentation. Sur les toits plats de nos immeubles où on a des couches de gravier,
Pour lui, il y a juste à creuser avec le ventre un petit creux dans une cuvette de gravier, descendre dans la poubelle qui déborde juste en dessous, récupérer des divers débris. Et il a son nid qui est fait. Et en général, les problématiques surviennent quand on a besoin d'intervenir sur le toit, s'il y a besoin au printemps, où effectivement l'oiseau va être territorial. Et du coup, il va effectivement s'adapter à nous. Et c'est aussi à nous de le comprendre et de pouvoir effectivement. C'est quand les habitudes humaines changent. C'est ça qui peut, par exemple, le parking des croisiéristes du port de Marseille est l'un de ses lieux de prédilection, c'est ça? Exactement. Certains secteurs du port autonome de Marseille sont inoccupés pendant tout l'hiver. Les bateaux de croisière commencent à affluer à partir de mars-avril. Les goélands ont déjà commencé à installer leur nid sur certains parkings. Et effectivement, quand les cars de croisiéristes débarquent, les goélands sont là, sont dérangés. Et ça peut créer certaines tensions, tout simplement, parce qu'on vient réoccuper un espace qu'on n'utilisait plus et que les oiseaux s'étaient appropriés. Bienvenue à Marseille, quoi. Donc le rôle de la LPO, c'est à la fois de réaliser des campagnes d'observation de l'espèce, mais aussi de conseiller les particuliers qui pourraient vous appeler éventuellement, mais et également les institutions. Alors le port, ça vous est arrivé, et là, plus récemment, c'est la municipalité de Martigues. C'est ça qui vous a sollicité ? Tout à fait. Il faut savoir que le goéland, ça peut avoir des conséquences inattendues, notamment au niveau de l'aéroport Marseille-Provence. La présence de goélands peut aussi être source de conflits avec des axes aériens, notamment quand il y a des avions qui peuvent décoller. Une collision avec un goéland peut être assez tragique. Et effectivement, les communes autour de l'aéroport de Marseille nous sollicitent lors des rendez-vous pour pouvoir effectivement savoir qu'est-ce qui attire les goélands sur les secteurs et mieux comprendre tout simplement comment cohabiter. Par contre, vous ne pouvez pas intervenir directement Exactement. sur les animaux quand on vous appelle. Alors voilà, nous effectivement, c'est beaucoup de médiation. Certaines LPO, notamment en Occitanie, ont fait le choix d'avoir des salariés qui ont une accréditation, enfin une dérogation de la préfecture pour intervenir directement sur les nids. Ça n'a pas été notre cas en PACA, tout simplement parce qu'il nous faudrait énormément de salariés mobilisés sur cette thématique. Mais voilà, on ne peut pas intervenir directement sur le nid. On va intervenir effectivement si jamais les jeunes sont déjà grands, sont un petit peu erratiques, les récupérer, les sécuriser dans des endroits, ça on le fera. Mais on n'ira pas intervenir directement dans un nid, ni déplacer des jeunes qui sont dans un nid. Surtout parce que aussi c'est une espèce protégée, parce que fait. c'est important de le rappeler. Ça peut paraître paradoxal, mais en France, toutes les espèces d'oiseaux marins, dont le goéland, sont protégées, et certaines, comme le goéland toujours, sont en plus inscrites dans une directive européenne de 2009, dite directive oiseaux, qui est relative donc à la préservation des espèces sauvages. Et alors, cette directive protège les oiseaux, les œufs et les nids de toute capture ou perturbation pendant la période. Intentionnelle, c'est ça, tout à fait. C'est l'article L415-3 du Code de l'environnement qui punit de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. C'est les peines maximales, toute personne qui viendrait effectivement détruire une espèce protégée. Et en cas de procès, d'ailleurs, la LPO est souvent partie civile, et vous revenez justement d'un procès. Exactement. Donc, il n'y a pas longtemps. voilà, jeudi, il y a 2 jours, j'étais sur Toulon, puisqu'un jeune homme désœuvré s'amusait à faire le sniper sur des goélands dans les rues de Toulon, et il a été condamné à 1 200 € d'amende. Et c'est là, effectivement, il y a l'intérêt d'avoir des associations comme la LPO, parce que à l'origine, c'était 200 € d'amende, et c'est effectivement parce que des associations viennent se porter civiles et viennent sensibiliser les parquets qu'on arrive à avoir des sanctions qui sont plus dissuasives et faire comprendre effectivement l'intérêt de protéger cette espèce. Alors ça, ce sont les cas extrêmes et des comportements inacceptables, mais au-delà de ça, arrêtons-nous sur le fait que ce soit une espèce protégée, ce qui peut paraître paradoxal, parce que d'un côté, on a l'impression qu'ils sont partout, et pourtant, elle est sur la liste des espèces menacées en France. Comment ça s'explique ? Tout simplement parce qu'au niveau national, les populations de goélands sont stables, voire en léger recul. Il peut y avoir des spécificités territoriales, donc je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu plus tard, effectivement, du cas spécifique de Marseille. Mais c'est un oiseau qui va venir profiter s'adapte facilement, effectivement, à l'homme, qui a une très grande plasticité alimentaire, donc il sait tirer, effectivement, bénéfice de nos déchets, entre autres, et qui a effectivement tendance à s'éloigner. Avant, les colonies étaient effectivement sur des îlots. Maintenant, ils vont venir s'installer plus en centre-ville pour être plus proches des points de nourriture. Merci beaucoup, Annelle. Je vous laisse regagner votre place. Plaisir. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Depuis quand les gabions squattent-ils nos toits ? En France, les premières observations de ce phénomène remontent à la fin des années 70. En matière de récolte de données, les Bretons sont les plus organisés. L'association de protection de l'environnement Bretagne Vivante a ainsi réalisé un rapport très complet en 2019 qui porte à la fois sur le goéland argenté, le cousin d'Atlantique, et sur le goéland leucophée qui nous est plus familier.
Cette étude, qui s'appuie sur des observations menées sur plusieurs décennies, permet de mieux comprendre ce phénomène de colonisation urbaine sur le territoire national. En Méditerranée, les goélands leucophées s'installent dans plusieurs villes de la côte au début des années 80. Et le premier cas est repéré à Fos dès 1975. Un nid de 3 œufs est découvert sur le toit d'une aciérie en pleine zone industrielle. À Sète, en région Occitanie, les premières données disponibles datent de 1982. On compte alors une dizaine de couples nicheurs, principalement près des zones portuaires. Mais s'il semble préférer la Méditerranée pour sa reproduction, on retrouve aussi notre gabian local sur la côte atlantique, comme à Lorient par exemple, où son cousin l'argenté règne en maître. Mais plus surprenant, on le retrouve aussi, notre oiseau marin, dans les terres intérieures, leur progression suivant le fil des fleuves ou des cours d'eau. À Toulouse par exemple, le goéland est installé depuis 1985 sur les bâtiments historiques. À Lyon, il est installé depuis les années 2000. Le premier cas de nid à Paris est repéré en 1993 et on l'observe même jusqu'en Alsace. Dans les années 2000, le goéland leucophée a ainsi investi plus de 40 départements français. Alors s'il est difficile de s'appuyer sur des chiffres, le recensement en milieu urbain étant particulièrement complexe, l'étude bretonne table ainsi sur une 60aine de villes en France colonisées par des gabians nicheurs. À Marseille, le premier cas des gabians des villes aurait été observé au début des années 90, près du marché de la Plaine. Mais l'oiseau n'a pas hésité à pousser jusqu'à Aix, où son arrivée, notamment dans le quartier résidentiel d'Ancagnane, n'a pas fait que des heureux, comme en témoigne ce reportage de BFM TV réalisé en 2017 auprès du collectif joliment baptisé « Vos gueules les mouettes ». Des goélands et des mouettes par centaines ont élu domicile sur les toits de ces immeubles, un cauchemar pour les habitants. Les nuisances, c'est à 2h du matin, ou alors quand elles partent le soir vers 7h, là on n'entend même pas la télévision. On ne demande pas à ce qu'ils soient tués, c'est normal. On veut simplement qu'on les remette dans leur lieu naturel, la mer. Voilà. Ils n'ont rien fait sur la terre. On ne veut pas les tuer, mais les diminuer. Alors, vos gueules, les mouettes, ils sont quand même gonflés, ces humains. Certes, les mesures de protection de l'espèce mises en place dès les années 70 ont contribué à maintenir la population de l'espèce. Mais nous sommes probablement les premiers responsables de leur prolifération temporaire. Temporaire parce que, même si, on l'a vu, leur nombre tend à diminuer, le gabian a connu ses 30 glorieuses. À partir des années 70 et jusque dans les années 2000, sa population a même explosé, atteignant jusqu'à 23 000 couples au recensement quinquennal de 2005. Hasard du calendrier, au même moment en parallèle, c'est aussi le début de l'abondance dans nos assiettes. L'industrie agroalimentaire tourne à plein régime, la société de consommation étend son emprise sur nos repas quotidiens. On achète, on mange, on gaspille surtout, et le surplus se retrouve dans les poubelles ou dans les décharges à ciel ouvert. Le gabian, qui jusque-là se contentait de poissons, est un animal opportuniste dans son alimentation. L'espèce est très plastique et face à cette abondance de nourriture, eh bien, elle s'est adaptée. Un buffet à volonté et à ciel ouvert, pourquoi s'en priver? C'est ainsi que le goéland a commencé à squatter nos marchés et nos décharges. La décharge gargantuesque d'Entresaint, située à Saint-Martin-de-Crau, là où partaient mourir les poubelles de Marseille, a ainsi contribué à nourrir des générations de gabians jusqu'à sa fermeture en 2010. D'autres sont toujours en activité et c'est vers elles que chaque matin, vous voyez partir des gabians volant en V. L'augmentation des ressources alimentaires a fait exploser la démographie du volatile qui, du coup, s'est retrouvée un peu à l'étroit sur ces îles. Alors pourquoi faire le trajet? Autant s'installer sur place. Et c'est ainsi que les scientifiques pensent que c'est probablement cette situation d'abondance de ressources qui a amené le gabian à s'installer dans nos villes. Nos destins sont si liés que c'est justement le durcissement de la législation en matière de décharge qui a entraîné la fermeture de nombre d'entre elles durant les années 2000, qui a littéralement décimé leur population. Et expliqué que depuis une dizaine d'années, la tendance est plutôt à la diminution de la population de goélands, justifiant plus que jamais son classement comme espèce protégée. Cette ingestion de junk food a aussi des conséquences sanitaires pour l'espèce.
Jusqu'à quel point? C'est justement le travail que mène l'équipe dirigée par Karen McCoy, qui est spécialiste en écologie évolutive au CNRS. L'étude baptisée ECO10, qui menait en partenariat avec la Tour du Valat en Camargue, s'intéresse à l'impact des polluants et autres parasites sur le gabion. Depuis 2021, ils posent des balises sur plusieurs individus, notamment ceux des îles du Frioul, et ils analysent ensuite leurs déplacements pour mieux comprendre leur comportement. Les scientifiques s'intéressent aussi aux pelotes, ces boules régurgitées par l'animal, et notamment aux quantités de plastique qu'elles contiennent, souvent des résidus de plastique. Et du fait de la présence des oiseaux en ville, les chercheurs travaillent aussi sur les risques de transmission d'agents potentiellement infectieux pour l'homme, sauf que rassurez-vous les bipèdes, pour l'heure, c'est plutôt l'homme qui empoisonne le gabion avec ses déchets. Au-delà des conséquences sur l'espèce elle-même, c'est tout un écosystème qui se voit modifié par les virées du gabion en ville. Et pour en parler, j'invite Alain Mante à nous rejoindre. Alain Mante qui est responsable du secteur archipel au Parc national des Calanques. Bonsoir Alain Mante, je vous laisse prendre votre micro. Alors votre bureau, du moins pendant longtemps, ça a été l'archipel de Marseillais, plutôt spécifiquement l'île de Rioux, où vous cohabitez avec les gabions qui, eux, ils sont chez eux. Alors on parlait de la chercheuse Karen McCoy, que vous connaissez bien, qui nous expliquait que les gabions passent facilement des îles à la ville. Et grâce aux balises GPS posées sur différents spécimens, on en sait plus sur leur déplacement. Qu'est-ce qu'on a appris de ces comportements entre ville et nature? Disons que les goélands arrivent sur les milieux naturels, sur les îles sur lesquelles ils se reproduisent au mois de septembre-octobre, commencent à s'installer, vont nicher au mois de mars-avril, et au mois d'août, la plupart des oiseaux disparaissent. On s'est longtemps demandé où les oiseaux passaient. Donc on a fait dans les années 2000 pas mal d'opérations de bagages. On a bagué plusieurs milliers de jeunes en vol. On a eu la surprise de voir que les goélands qui nichaient sur les îles de Marseille se déplaçaient jusque sur l'ensemble du littoral atlantique. On en a retrouvé au Havre, on en a retrouvé dans le sud de l'Espagne. Donc les populations éclatent au niveau des jeunes après la reproduction. Par contre, les adultes reviennent chaque année nicher sur le territoire auquel ils sont fidèles, et ont tendance chaque année à étaler leur territoire, avoir des territoires de plus en plus grands. Et donc le travail qui a pu être fait, notamment avec le travail de Karen McCoy et de son équipe, depuis quelques années, les balises qui permettent de suivre les oiseaux ont été miniaturisées. Ça permet maintenant d'identifier ce que font les oiseaux, et ça a permis de voir que les oiseaux remontaient vers certaines zones de villégiature en été, qui sont toujours les mêmes, sur le bord de la Loire, dans le bassin parisien, certaines. Et sur une journée, ils ont également des comportements réguliers. On sait que, par exemple, ils vont à des heures régulières à certains endroits. Ça a permis d'identifier leurs zones sur lesquelles ils vont passer l'été, et ça a permis aussi d'étudier les déplacements qui sont faits chaque jour par les oiseaux qui nichent, par exemple, sur le Frioul ou sur Rioux, qui chaque jour vont se déplacer. Un oiseau a besoin de s'alimenter, a besoin de sécurité, de tranquillité, donc ça, il va retrouver ça sur les îles. Il a besoin de s'alimenter, et il a des décharges à ciel ouvert qui sont ouvertes tous les jours depuis les années 70. Il connaît l'heure d'arrivée des camions bennes, apparemment. Ils arrivent tous les matins sur les décharges. Sur les décharges, on a fait des comptages. Les oiseaux ont un comportement un petit peu particulier, parce que non seulement ils connaissent l'heure de livraison du restaurant, mais ils connaissent aussi les habitudes des humains. J'ai fait des comptages sur les décharges. En général, les oiseaux se concentrent à la périphérie de la décharge ou sur la décharge. Les camions arrivent, déchargent nos ordures ménagères. Et c'est au moment où les gros bulldozers qui sont là pour casser, ouvrir les sacs démarrent, que les oiseaux se mettent tous à arriver sur les ressources alimentaires. Ça libère les déchets. Rapidement libérés. Ouais. Et bien avant que ce soit recouvert ensuite par de la terre, puisque il y a quand même des mesures qui ont été prises pour éviter ce nourrissage. Ouais. Je crois qu'il y a une étude à Brighton qui montre aussi que dans la ville, les oiseaux arrivent à l'heure du 4 heures des enfants dans les écoles, quoi. Donc ils sont extrêmement organisés. Il y a pas mal de choses qui sont exagérées aussi. Hein. Non, ça c'est une étude de scientifique dont je vous parle. Non. Donc, et cette interaction entre les différents milieux, on en retrouve aussi des traces sur les îles, notamment sur l'île de Rioux. Alors parlez-nous notamment de votre cabane. On va en voir une visite. Qu'est-ce que c'est à la Mante que l'on voit là? C'est la crèche qui est dans le cabanon qui est le plus au sud de Marseille, donc sur l'île de Rioux, et dans laquelle on retrouve des petits sujets qu'on va bientôt tous rencontrer sur nos tables de fête de fin d'année. Et donc ça illustre ces sujets-là illustrent Ils viennent d'où ces sujets? Ces sujets-là ont tous une histoire en commun. Ils ont passé une partie de leur existence au début dans des boulangeries ou des boulangeries industrielles. Ensuite, ils ont fini
Ça a été les héros de nos tables de fête. Ça a été les héros de reines et de rois éphémères. Et puis derrière, ils ont terminé dans nos poubelles de toutes nos maisons, avec les restes de gâteaux. De là, ils ont été pris par un camion benne pour aller sur les décharges. Et au niveau des décharges, au moment où nos sacs poubelles sont éclatés par les gestionnaires des décharges, les oiseaux s'alimentent très vite. Ils ont très peu de temps pour prendre leur nourriture. Et donc, ils vont manger les restes de gâteaux, de galettes des rois, des gâteaux, et ingurgiter aussi des os, des petits nains qui coupent du bois sur les bûches de Noël, et les sujets qu'on trouve dans nos gâteaux des rois. Et donc, ensuite, ils retournent sur leur colonie de reproduction pour défendre leur territoire, occuper leur territoire. Et là, comme tous les oiseaux, ils vont régurgiter une pelote dans laquelle on va retrouver les restes de ce qui n'est pas utile à leur organisme. Donc on va trouver dedans des os de boucherie, qui sont des os qui sont souvent coupés. On peut trouver des os de côte de bœuf. Et on peut trouver des petits sujets de gâteaux des rois. Donc on a pris l'habitude de les ramasser, d'en collecter au fur et à mesure. Donc cette crèche, ce ne sont que des sujets que vous avez trouvés sur l'île, ramenés par des gabions. Voilà, donc je vous ai parlé du parcours de ces oiseaux et de ces santons. Et donc le parcours final s'est fait par les airs à l'intérieur des goélands. Alors on trouve aussi quantité de briquets dans les nids ou d'objets un peu insolites. Alors Karen McCoy nous expliquait aussi que c'était peut-être des cadeaux faits à la femelle, mais en tout cas le gabian a l'air de beaucoup aimer ce qui est coloré ou brillant, c'est ça? Ils aiment bien les objets brillants et colorés. Oui, les oiseaux aiment bien les objets brillants et colorés. D'ailleurs, peut-être un indicateur qui est peut-être à l'origine de ça, c'est la couleur rouge qui est sur le bec du goéland logofée. Une zone qui est repérée par le poussin dès qu'il sort de l'œuf et dès qu'il émane sa nourriture. Et le poussin va taper sur cette tache rouge et ça va entraîner chez l'adulte un phénomène de régurgitat pour nourrir les poussins. Il est probable que ce soit lié à cet attrait pour les couleurs qui reste ensuite une fois il aime peut-être juste adulte. les couleurs. Ou peut-être c'est pour ramener Alors, ces allées et venues cadeaux. entre ville et île ne sont pas sans conséquences pour l'écosystème. La faune comme la flore, parce que justement, vous le disiez, ils ramènent beaucoup des tonnes de déchets, donc de matière organique. Oui, donc les petits sujets de gâteaux des rois sont un indicateur de tout ce qui est ramené tous les jours sur les colonies. Il faut savoir qu'au début du siècle, il y avait le goéland locofée, c'est une espèce... parmi les espèces qui sont un peu plus intelligentes que les autres et qui savent s'adapter aux modifications de leur environnement. Et une autre espèce, la nôtre, entraîne beaucoup de modifications dans son environnement. Pour certaines espèces, ça peut être catastrophique, ça peut les réduire. D'autres espèces peuvent en profiter. C'est le cas du goéland locofée. Donc il a commencé à bénéficier des ressources alimentaires que nous gaspillons et qui finissent dans les décharges. C'est au niveau des écosystèmes insulaires, donc il y avait 100 couples au début du siècle, on est monté jusqu'à 23 000 couples, ce qui en fait la plus grosse colonie mondiale. Là, depuis quelques années, la population s'est stabilisée autour de 11 000 couples. Et ça a un effet sur les îles, par le fait qu'on trouve sur les îles de Marseille, que ce soit le Frioul, l'archipel de Riou, une flore adaptée aux conditions particulières de ce milieu, qui sont adaptées à la sécheresse, adaptées aux embruns, adaptées au vent, adaptées au manque de sol. Et donc le gabian, là-dessus, est une espèce qui apporte tous les jours de la matière organique à travers les pelotes de rejection qu'il rejette, notamment pendant la période d'alimentation des jeunes. Et ça a entraîné toute cette matière organique qui se transforme dans le sol, enrichit le sol en nitrate, en phosphate. Ça favorise l'invasion par des espèces qui n'étaient pas là Chardon, les orties, sur place, c'est ça, des les espèces graminées. qui se développent beaucoup plus vite que la flore locale. Donc les chardons, les orties, les pariétaires, beaucoup d'espèces qui produisent de la biomasse végétale en quantité, donc ils vont avoir tendance à étouffer la flore locale, la flore endémique qu'on a sur les îles, et qui vont par contre nourrir également les rats et les lapins qui ont été introduits il y a pas mal d'années il y a plusieurs centaines d'années même sur les îles. Et donc on se retrouve en bout de chaîne avec un déséquilibre écologique qui se traduit par un impact des lapins et des rats en été quand tous les goélands sont partis, il n'y a plus de nourriture qui arrive, la végétation est sèche, et par contre c'est la période pendant laquelle se reproduisent des oiseaux marins pélagiques qui sont les puffins et les pétrels, qui sont des oiseaux marins qui vivent au large et qui viennent à terre que pour se reproduire dans des rochers. Et donc ces oiseaux subissent une prédation amplifiée par les rats et également par la présence des lapins dont les populations ont augmenté et qui ont tendance à recreuser les nids. Oui, donc c'est une espèce protégée qui elle-même a des conséquences sur une autre espèce donc protégée. Voilà. Donc, on parle surtout d'une espèce qui est une espèce qui a transformé son environnement, qui a gaspillé
énormément de ressources alimentaires et qui est à l'origine du problème. Oui. C'est pas le goéland qui est à l'origine du problème. Oui, c'est nous. C'est le gaspillage des ressources alimentaires depuis qu'on est rentré dans une société d'hyperconsommation. On va y revenir. Merci en tout cas, Alain Mande, pour toutes ces explications. On vous retrouve aussi tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà donc un oiseau protégé et à juste titre, puisqu'on l'a vu, sa population tend à diminuer. Le dernier recensement national des oiseaux marins nicheurs en France, réalisé sur la période 2020-2022, classe certes le goéland, le coffet en espèce à préoccupation mineure, mais montre tout de même que la tendance pour ces effectifs est à la baisse, et notamment sur nos îles marseillaises. Puisque, comme on l'a vu, nos comportements excessifs ont très largement contribué à l'installation des colonies dans nos villes, à nous désormais de résoudre la difficile équation de la cohabitation. À nous, ou plus exactement aux municipalités, sur qui atterrit la lourde charge. Pas si simple en effet de gérer les mécontents du vacarme, les conséquences sanitaires comme les eaux disséminées un petit peu partout, ou les pigeons ou les rats pris pour proie, les toits abîmés, les eaux coincées également dans les gouttières, et surtout de prévenir toute prise de bec, si bénigne soit-elle, notamment près des zones sensibles comme les écoles ou les hôpitaux. Il y a aussi ce cas très concret posé en conseil municipal en septembre 2022 d'un bâtiment du conseil départemental situé quai d'Arinques. L'agressivité des goélands qui nichaient sur le toit aurait gêné des opérations de maintenance sur des tours aéro-réfrigérantes qui se trouvaient au même endroit, manœuvre d'autant plus nécessaire que le site est classé ICPE, c'est-à-dire susceptible de présenter un risque pour l'environnement. Complexité supplémentaire pour les municipalités, impossible de traiter le gabion comme un vulgaire nuisible puisque c'est une espèce protégée. D'autant plus que les scientifiques ont constaté que les effectifs des colonies urbaines tendaient à gagner en proportion sur ceux des colonies du milieu naturel. L'Orient, par exemple, est devenue la plus grande colonie de goélands argentés, tous milieux confondus. Les villes qu'ils ont investies ont donc une grande responsabilité pour assurer la préservation de l'espèce. Alors, que peut-on faire ? Eh bien, pour en parler, pour passer en revue l'action des autorités, nous accueillons Christine Juste, qui est adjointe au maire déléguée à l'environnement et qui est également en charge des animaux dans la ville. Bonsoir Christine Juste, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes adjointe au maire de Marseille en charge de l'environnement et vous avez également donc, dans votre délégation la gestion de l'animal dans la ville. C'est vous donc qui avez la lourde tâche de gérer pour nous ces problèmes de cohabitation avec le gabion, tout en assurant la préservation de l'espèce. Du coup, quel est le cadre légal dans lequel peut intervenir la municipalité ? Effectivement, équilibre assez difficile à respecter. Et on se sent, depuis le début de ta présentation, je me sens vraiment, comment dirais-je, infime par rapport au gabion. Je le trouve de plus en plus supérieur. Donc c'est une espèce protégée, donc il faut, pour pouvoir réguler, puisque malheureusement, et c'est ça toute la difficile tâche d'équilibre entre respecter la biodiversité, l'animal en ville, une cohabitation, c'est que malheureusement, comme le disaient les intervenants précédents, c'est à cause de nous nous devons réguler, parce qu'on leur a donné des open bars, des poubelles sur lesquelles ils savent maintenant ouvrir les bacs à ordures, ils savent percer les sacs plastiques dans les corbeilles des plages. Donc il faut faire preuve d'une ingéniosité de plus en plus redoublée pour éviter qu'ils puissent se nourrir de nos poubelles. Et à cause de cela, même si c'est une espèce protégée, même si la population n'est pas en train d'exploser, elle se concentre énormément. Alors, elle est passée effectivement des îles, résidence principale à terre, et parce que ça peut créer certaines difficultés, nous avons la possibilité de demander des dérogations pour pouvoir réguler la population. C'est très simple, c'est la possibilité de répandre sur les œufs un produit qui va étouffer l'embryon et qui va donc rendre l'œuf stérile. Et on peut laisser l'œuf pour que le gabion ne pense pas qu'il doit renouveler l'opération de pond. Il faut expliquer que comme justement le gabion est une espèce protégée, tout ça en fait est encadré du fait de sa prolifération temporaire. Il y a la possibilité donc de demander à la préfecture via un arrêté de fixer donc une régulation, en tout cas via la stérilisation des œufs. Mais il y a des quotas qui sont fixés tous les 3 ans, c'est ça ? Et nous sommes bien évidemment tenus
continue de les respecter. À Marseille, je crois que c'est 375 spécimens maximum pour cette année. Voilà, alors là, en fait, on ne va jamais jusqu'au maximum. Ouais. Je crois que les chiffres qu'on t'a donnés, c'était 2021, 20 interventions. Oui, c'est très peu. 2022, on est autour de 40. Et en 2023, on s'approche de 63 œufs qui ont été stérilisés de cette manière. Oui, donc très peu. Mais évidemment, le territoire du parc, d'ailleurs, n'est pas concerné par ces stérilisations. Non, on agit alors en ville, en milieu urbain. Tiens, montrer la carte avec des zones préférentielles pour le gabion. Beaucoup de toits d'immeubles, de bâtiments publics ou de copropriétés. Donc en fait, l'idée, c'est pour éviter d'en arriver à stériliser les œufs, c'est d'essayer de repérer avec justement les témoignages d'allomérie, lorsque les administrés se plaignent ou signalent la présence de gabions qui peut poser un problème, eh bien on essaye d'intervenir parce que le gabion est très fidèle, il revient. Donc on essaye de repérer les nids qui ont été créés pour éviter qu'il y ait une nouvelle nidification. Donc ça veut dire on enlève les nids. D'avoir une action préventive avec notamment aussi la pose de filets, on de pose grillage. des filets, on propose aux copropriétés privées d'utiliser certains équipements pour éviter les nidifications. Et ensuite, malheureusement, si on n'est pas arrivé à temps, il y a la solution de la stérilisation. De la Alors, stérilisation des œufs. Expliquez-nous comment ça se passe cette stérilisation. On Alors, met de l'huile, c'est ça? On met un produit, on ressemble à une huile, donc qui va se répandre sur l'œuf, qui va étouffer quelque part, parce qu'il va rendre l'œuf hermétique, il va étouffer l'embryon dans l'œuf, et qui donc va rendre l'œuf stérile. Ouais. Alors ça se fait avec un prestataire qui est agréé, et justement tu as parlé de la Tour du Vala, mais en fait ce prestataire a reçu une formation au Marais de Viguera, où notre collègue a longtemps travaillé, pour évidemment respecter tout un process qui est homologué pour intervenir. Alors, comme on dit, il y a très peu d'œufs qui sont stérilisés de la sorte. Et puis surtout, donc, avant d'en arriver là, il y a toute la nécessité d'action préventive. Et un autre levier d'action, c'est aussi l'information de la population sur les bonnes pratiques à avoir avec l'animal. Et notamment, une chose qui est importante de rappeler, c'est qu'il ne faut pas nourrir les gabions. Alors, le nourrissage, quand on est élu à la biodiversité, c'est le sujet. Parce qu'en fait, malheureusement, nous avons tendance de plus en plus à avoir une version récréative de la nature. C'est tellement sympa de donner des galettes à un sanglier ou de mettre des épluchures pour un renard, comme ça, les enfants peuvent le regarder. Et on est en train de bouleverser complètement des comportements. Et c'est ce qui se passe actuellement avec les sangliers. Mais j'ai promulgué un nouvel arrêté anti-nourrissage. Ça vaut pour tous les animaux sauvages. C'est interdit. Pigeons, renards, sangliers, gabions. Nous ne sommes pas là pour perturber la nature parce que, en faisant ce geste que l'on croit être ami de la nature, en fait, ça nous oblige, collectivité, à intervenir, à réguler, à faire des battues contre les sangliers. Moi, on me demande de piéger les renards, je vous rassure, je refuse. Mais parce qu'il y en a qui trouvent que c'est pas sympa les renards qui se baladent dans la ville, mais s'ils viennent, c'est comme les gabions, ils ont gueuguelisé, je peux vous dire, ils ont gueuguelisé les poubelles, les horaires. En fait, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils sont beaucoup plus adaptés à toutes les situations. Et je pense qu'on fera pas le poids face à eux si on change pas nos comportements. C'est pas à eux à changer, c'est à nous. Alors, on va demander à Anaëlle Marchas et à Alain Demande de nous rejoindre pour justement parler de ces mesures qui sont mises en place par les municipalités. Anaëlle Marchas, par rapport à ce que l'on vient de dire, il y a certaines municipalités qui sont très très actives sur le sujet, notamment la ville de Lorient, on en a parlé tout à l'heure pour le goéland argenté, qui elle organise chaque année un recensement annuel et fait même participer les habitants qui sont invités à observer eux-mêmes les volatiles et à rentrer leurs données sur un site internet dédié. Un grand recensement à l'échelle de Marseille, vous en rêveriez, Anaëlle? Est-ce que ça peut être utile? En quoi est-ce que ça peut être utile, justement de... On rappelle la taille de Lorient par rapport à Marseille ou Non, mais laissons... C'est ce que j'allais dire, effectivement. J'ai dit rêver, Anaëlle. La complexité de connaître les populations de goélands en milieu urbain, effectivement, ça va être de pouvoir accéder déjà au site de nidification. Il faudrait pouvoir accéder au toit des bâtiments. Au-delà de la complexité, en quoi est-ce que c'est utile, justement, de connaître... Ce serait utile, effectivement, pour pouvoir identifier des sites qui pourraient être problématiques, anticiper, effectivement. Il y a des possibilités également de rendre des sites qui sont favorables actuellement aux goélands, ne serait-ce qu'en mettant des petites installations comme des câbles en inox. Il faut des dérogations également, parce que quand on est sur, je précise, mais quand on est sur un espace où le goéland leucophée niche et est habitué à nicher, du coup on est sur l'habitat d'une espèce protégée, on va venir la modifier, même si c'est en milieu urbain, pour la rendre du coup
défavorables à cette espèce. Et dans le cadre d'une dérogation, on peut tout à fait effectivement avoir des installations qui permettent d'empêcher les oiseaux de revenir sur le site. Ça peut être complémentaire effectivement de la stérilisation. Donc ça peut être intéressant effectivement pour identifier, notamment à proximité d'écoles, d'hôpitaux, ce qu'on appelle les sites sensibles, les colonies. Mais il faut toute la complexité effectivement de pouvoir accéder à ces sites. Et quand on voit la ville de Marseille, même et de la science participative, ça paraît assez difficilement réalisable. Je pense qu'il sera plus facile de comptabiliser nos poubelles pour savoir où ils vont être que de comptabiliser les gabions. Et lorsqu'elles seront bien collectées, lorsqu'on aura les bons gestes, le tri, les biodéchets, les OMR, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de facilité. Et puis, tu avais cité également une expérimentation sur le château d'If, où on a été effectivement là aussi pour le public, pour ceux qui viennent sur cette île, et surtout les touristes. Nous sommes intervenus sur des nids, sur effectivement de la stérilisation d'œufs, mais on a laissé une zone de quiétude privilégiée qui est réservée uniquement à la nature. Et là, évidemment, tout se passe bien et tout se régule de lui-même. Justement, vous parlez des poubelles. Agir en amont, c'est aussi limiter l'attrait des villes pour le gabien en améliorant le nettoyage des rues. Ça, c'est un message pour la métropole si elle nous écoute. Mais en limitant aussi le gaspillage alimentaire. Et pour ça, justement, nous, les colocataires du gabien, nous avons un rôle à jouer là-dessus. Oui, nous avons un rôle à jouer. Je voulais revenir peut-être sur un point avant, c'était la différence entre les villes qui sont sur l'Atlantique, que ce soit Lorient, Brest. Il y a une différence entre eux et nous, dans la mesure où c'est des villes sur lesquelles il y a des ports de pêche importants et des ports de pêche sur lesquels il y a beaucoup de rejets en mer. Et sur ces secteurs-là, la croissance de la population de Gabien est surtout liée au rejet en mer. C'est un peu le cas aussi sur la ville de Sète. Oui. Donc nous, on est dans un cas de figure qui est complètement différent. Les oiseaux ont commencé à s'installer... C'est nos poubelles qui sont le problème, là. Ont commencé à s'installer préférentiellement autour des marchés, donc la place de Sébastopol, la Plaine, parce que c'était des sites sur lesquels ils étaient nourris aussi. Ils savaient qu'à la fin du marché, tout ce qui restait, qui n'était pas vendu, qui était avarié, était jeté, que ce soit les restes de poissons. Et c'est comme ça que les oiseaux ont privilégié les circuits courts avant nous. Et ils sont allés carrément s'installer en ville pour se nourrir au bas des immeubles. Oui, et c'est comme ça que les oiseaux ont commencé à se reproduire. Après, par rapport à l'intervention en milieu urbain, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des oiseaux qui sont nés sur les toits, en fait, il faut arriver à éviter d'avoir des poussins qui naissent sur les toits. Les oiseaux qui naissent sur les toits reviendront sur les toits, n'iront pas forcément nicher en milieu naturel. Ils ont été habitués, c'est un nouveau milieu, leur milieu naturel, entre guillemets, ça devient le toit, ça devient la toiture. Et on se nourrit au pied de la toiture. Il est probable que ce sont des oiseaux qui ne se déplacent pas sur les décharges pour aller s'alimenter au niveau des oiseaux urbains. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter lors du débat avec le public. Merci vraiment à tous les trois. Je vous laisse rejoindre votre siège. On se retrouve tout à l'heure pour l'échange avec le public. Merci beaucoup. Durant plus de 10 ans, Fabien a tissé un lien très particulier avec un gabion qui venait se poser chaque jour sur le toit de son stand de poissonnier près du marché du Prado. L'oiseau, qu'il avait baptisé Ferdinand, n'avait qu'une patte, le résultat d'une bagarre avec un de ses congénères, croit savoir Fabien. Chaque midi, Ferdinand attendait que Fabien remballe son stand pour venir récupérer quelques restes de poissons frais, même si, on l'a vu, ce n'est pas bien de nourrir les animaux sauvages. Depuis 3 mois, Ferdinand n'est pas revenu. Un nouveau couple s'est installé sur le toit du poissonnier et depuis, le manège a repris. Oui, ça marche. Vous leur faites peur. Oui, c'est un nouveau couple, ils sont jeunes encore. Et ils ont encore les plumes grises sur les côtés, là. Ça va devenir blanc, ils sont tout gris. C'est les nouveaux gardiens. Bon, ils viennent déjà le matin. Le matin, ils viennent une première fois, ils mangent un peu. C'est assez répertorié, quoi. Il y en a 2 qui viennent là, 2 qui viennent là, mais c'est... Chacun a son espace. Après, si eux ne viennent plus, il y en a d'autres qui vont les remplacer. C'est la... Là, ils sont bien, là, ils vont venir. Ouais, ils tiennent un toit, ouais. Vous leur avez donné un nom? Non, ils n'ont pas de nom. Ils sont pas nommés. Ferdinand, c'était particulier. Pourquoi? S'il était vraiment là depuis longtemps. Et après, non, ils n'ont pas de nom. Mon gabion à moi habite le quartier du Cama, en plein centre-ville. Chaque soir, il vient fouiller la poubelle en bas de ma rue. Mais il aime surtout se poser au milieu de la chaussée. Et quand une voiture arrive, il la regarde, d'abord sans bouger, puis il semble faire exprès de se déporter très, très, très lentement sur le côté.
À Marseille, à Paris, à Lorient ou à Brest, vous avez peut-être le vôtre, vous aussi. On a finalement le gabion que l'on mérite, en somme. Lui a su montrer, au fil des décennies, qu'il savait s'adapter. Pas nous? En tout cas, lui, il insiste vraiment beaucoup. C'était une enquête de Stéphanie Arounian, coproduite avec Libération et réalisée dans le cadre du Climat Libé Tour. Le mois prochain, nous enquêterons sur la compagnie maritime CMA-CGM, l'une des plus grandes réussites industrielles françaises. Tous les regards se sont tournés vers elle et son bénéfice net record de 23,5 milliards d'euros en 2022. Mais derrière les chiffres de ce fleuron français, la souffrance au travail est dénoncée. Faites partie de l'aventure Média Vivant. Rendez-vous sur notre site mediavivant.fr et n'hésitez pas à nous soutenir pour construire la suite avec nous. Souvenez-vous, l'info a un coût. Merci pour votre soutien et à bientôt.